Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Be Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous retrouvez dans la foulée, en rattrapage, en replay sur besmart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les chiffres macro que le marché attendait, à savoir le rapport d'inflation aux États-Unis pour le mois de décembre, qui s'avère être un soulagement. On avait vu l'inflation revenir sur le niveau des 3% en octobre aux États-Unis, avec dans la foulée un rapport de novembre qui avait montré une grande marche à la baisse en matière d'inflation, avec la question bien sûr de la fiabilité des données statistiques américaines en général et en particulier pour cette période de l'année avec le shutdown qui a empêché la collecte de bon nombre de données. Le rapport d'inflation pour le mois de décembre ne semble pas être une mauvaise surprise. Beaucoup d'économistes attendaient un rebond de l'inflation après la forte baisse enregistrée au mois de novembre. Ce rebond n'a pas eu lieu, en tout cas dans l'ampleur qu'on pouvait craindre. Pauline Grattel vous apportera les chiffres précis dans un instant. Une inflation cœur qui ressort même légèrement inférieure aux attentes. Soulagement donc du point de vue de l'inflation. Sur les marchés de matières premières, la frénésie est toujours de mise, avec Donald Trump en plus qui envoie un message très clair aux manifestants iraniens via son réseau social: prenez le contrôle des institutions, l'aide est en voie d'arriver chez vous. Ce tweet, ce message social de Donald Trump a eu pour effet de faire réagir les cours du pétrole. Là aussi, Pauline Grattel vous apportera un peu plus de précision dans un instant. Et puis un trade qui bat son plein en ce moment, c'est le trade japonais, le Takaichi Trade, avec une envolée des marchés actions japonais sur fond de baisse du yen, sur fond de baisse des marchés obligataires et donc de rendement qui progresse au Japon, avec Sanae Takaichi, première ministre japonaise, qui veut encore plus asseoir son pouvoir et qui envisage, selon la presse nippone, des élections anticipées assez rapidement dans le calendrier. Le Japon, donc, qui a été un bon performeur de 2025, démarre l'année en fanfare. Voilà pour les quelques sujets dont nous pourrons discuter avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous évoquerons les stratégies obligataires pour 2026 à travers notamment les stratégies de performance absolue, et c'est l'un des gérants obligataires d'Arkea AM, Bertrand Prince, qui sera notre invité en plateau dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Grattel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les indices américains ont ouvert cette séance plutôt en baisse. Oui, deux grands rendez-vous étaient au programme du jour. Le premier, la publication de l'inflation américaine, et le second, le top départ de la saison des résultats annuels. On y revient. Dans ce contexte, les indices évoluent sans tendance marquée. Côté européen, ils sont en ordre dispersé. Le CAC 40 marque le pas autour de 8300 points, pénalisés par Saint-Gobain, Eiffage et Vinci qui cèdent entre 3,5% et 4%. Revenons sur la statistique macro du jour, à savoir le rapport sur l'inflation américaine. L'inflation a été publiée pour décembre et elle progresse de 0,3% sur un mois et de 2,7% sur un an. C'est parfaitement conforme aux attentes et similaire au mois de novembre. Dans sa version cœur, hors alimentation et énergie, l'inflation est légèrement inférieure aux attentes, en hausse de 0,2% sur un mois et de 2,6% sur un an. Quels sont les mouvements qui ont pu être observés sur les grands marchés macro et notamment sur les marchés obligataires après cette publication, Pauline? Le rendement américain à 10 ans se détend légèrement, restant contenu dans une fourchette entre 4,15 et 4,20%. Sur le marché des changes, le dollar se stabilise, ramenant l'euro-dollar autour de 1,1650. L'or et l'argent ont inscrit de nouveaux records, avec l'argent qui bondit encore de 5% à près de 90 $. Par ailleurs, le pétrole réagit à la hausse au dernier message de Donald Trump concernant l'Iran. Le président Trump appelle les manifestants à prendre le contrôle des institutions et indique avoir annulé une série de rendez-vous avec des officiels iraniens. Le WTI bondit de 2,5%.
Et puis le Japon fait toujours partie des sujets importants de l'actualité de marché. Le Japon, où Sanae Takaichi envisage désormais de dissoudre au plus vite la chambre basse du Parlement. Oui, selon la presse nippone, cela pourrait intervenir dès le 23 janvier dans le but de convoquer des élections anticipées. Sur les marchés, la réaction est immédiate. Le Nikkei, qui revient d'un jour férié, bondit de 3% et signe un nouveau record en clôture. Le Topix, plus large, s'inscrit en hausse de 2,5% à la clôture. Oui, les indices actions japonais battent des records sur fond de poursuite de l'affaiblissement de la devise notamment. Oui, et de hausse des rendements obligataires, c'est l'autre face du Takaichi Trade. Le rendement japonais à 10 ans a bondi de 10 points de base pour s'établir au-delà de 2,15%. Le rendement japonais à 20 ans s'envole également autour de 3,50%. Enfin, sur la partie très longue, le 40 ans évolue autour de 3,85% en hausse de 15 points de base. Et puis un dollar-yen, effectivement, qui approche à nouveau du niveau des 160, qui est pour beaucoup un niveau potentiel d'intervention des autorités économiques et monétaires japonaises. Les résultats d'entreprise, avec le début de la saison de publication aux États-Unis et le secteur bancaire, JP Morgan ouvre en repli de 2% après ses résultats. Oui, la plus grande banque américaine fait état d'un bénéfice net en recul au 4e trimestre à cause d'une charge exceptionnelle liée à l'Apple Card. Pour l'ensemble de l'année, le bénéfice net s'élève à près de 60 milliards de dollars. Jamie Dimon s'allie des solides résultats dans chaque secteur d'activité. Enfin, on parlait hier de la volonté de Trump de limiter le taux des crédits des détenteurs de cartes. Le directeur financier de JP Morgan réagit et indique qu'un tel plafonnement serait très néfaste pour les consommateurs. Et puis dans le secteur aérien, Delta Airlines publie également ses résultats avant l'ouverture. Oui, la compagnie aérienne a publié des comptes annuels globalement en deçà des attentes des analystes. Le bénéfice net ajusté recule de 5% pour l'exercice 2025. Le revenu opérationnel, en revanche, atteint un niveau record. Delta Airlines indique par ailleurs que le shutdown a eu un impact d'environ 2 points sur le chiffre d'affaires du dernier trimestre. Le titre ouvre en repli de 3%. Quels sont les rendez-vous programmés à l'agenda demain des marchés, Pauline? On attend demain la suite des résultats des banques américaines avec ceux de Bank of America, Wells Fargo et Citigroup. Côté macro, on attend les ventes au détail et la production industrielle américaine pour le mois de novembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Lalvé est avec nous, le directeur général de Montpensier-Arbevel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bonsoir à Paul Jackson, qui est à nos côtés également, le responsable de la recherche en allocation d'actifs d'Invesco. Ravi de vous retrouver, Paul. Bonsoir, Grégoire. Et Hervé Goulet-Kerr nous accompagne également, senior economic advisor d'Accuracy. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Un mot peut-être du schéma économique pour 2026. Hervé, je parle notamment des États-Unis. On avait 3% d'inflation en octobre en rythme annuel. On tombe autour de 2,5, 2,6 pour l'inflation cœur selon la dernière mesure publiée cet après-midi pour le mois de décembre. Et un rythme d'activité qui semble toujours robuste, voire très robuste, peut-être autour de 4% au moment où on se parle. Hervé, ça fait 3 ans qu'on vit dans ce schéma d'une inflation américaine qui baisse par rapport au pic qu'on avait atteint en 2022, bien sûr, et d'une activité qui reste particulièrement résiliente, voire au-delà de son potentiel. Est-ce que c'est encore un schéma valable pour cette année 2026 ? Il est clair que c'est ce que joue le marché. A-t-il raison ? Je pense il y a 1000 facteurs qui pourront nous surprendre cette année. Et donc, dans tous les cas, il faut rester agile. Et il y a peut-être des positions que l'on peut maintenir, genre par exemple la bonne tenue des matières premières dans l'environnement géopolitique que l'on connaît. Sur l'économie américaine, il faut sans doute faire preuve de plus de prudence. Mais dans les chiffres que vous donnez, c'est vrai que c'est plutôt une bonne surprise du côté des prix. Pas tellement sur le facial, c'est-à-dire une inflation entre 2,5 et 3. Bon, alors, il y a un peu de volatilité, mais on est plutôt sur une horizontale, en sachant en plus qu'avec les problèmes de statistiques, il y a une partie des promotions du Thanksgiving Day qu'on a retrouvé dans les chiffres de décembre. Donc, sur la partie marchandises où ça accélérait un peu à cause des taxes à l'importation. Bon, là, ça paraît ralentir, mais c'est peut-être aléatoire. Non, c'est si on fait un pas en arrière,
du côté de l'inflation, quand on regarde la formation des coûts unitaires, donc les salaires moins la productivité, on est sur quelque chose autour de 1,5%. 1,5%, c'est un point en dessous du jalon bas de la tendance actuelle des prix à la consommation. Et ça soulage. Ça veut dire qu'il y a de la place pour des bizarreries sur certains marchés, peut-être les produits alimentaires, peut-être le marché de l'énergie. Il ne faut pas oublier que l'électricité, c'est plus 6% l'an. Et puis, ça permet peut-être à la logique de marché au sens large de mal fonctionner dans un certain nombre de secteurs. Ça peut laisser de la place pour les droits de douane. Donc en fait, ou alors de la place pour les profits unitaires qui montraient. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et si on dit qu'on est dans un régime stabilisé, on dirait il y a surtout de la place pour les profits. Et là, on voit bien la petite lumière qui s'allume du côté des marchés actions. Donc de ce côté-là, c'est pas complètement acquis, mais le message est rassurant. Du côté de la croissance, il y a la productivité. Ouais. En fait, on est en train de revenir sur la tendance post-grande crise financière, post-2007-2008, autour de 2% l'an. Ouais, et ça, c'est quand même pas mal. Et ça permet d'absorber une partie du ralentissement de l'emploi. Il ne faut pas oublier en temps normaux, on fait 200 000 créations d'emplois par mois. On est plutôt, dans le meilleur des cas, à 50 000. Ouais, et voire encore, zéro. Ouais, c'est ça. Voire zéro. Exactement. Ça dépend quelle moyenne on fait. Et donc, alors, on n'est pas à 4% de croissance. On ne peut pas extrapoler 4, mais on peut au moins extrapoler 2, extrapoler un peu plus que 2. Et au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et 2 aux États-Unis, c'est plutôt pas mal. Donc, je dirais, la macroéconomie, elle console, au moins, à défaut de rassurer. Après, pour les marchés, ce qui va être très important, c'est ce qui va se passer du côté de la Banque centrale, de la politique monétaire. Voilà. Et alors, petite parenthèse, on peut s'y attarder, mais la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine est déjà polluée pour un bon moment avec ce débat et ces positions autour de l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. Quel que soit le candidat de Trump, quelle que soit la nomination et la validation du successeur de Jérôme Powell, il devra quand même montrer un degré d'indépendance vis-à-vis de la politique. Ça va perturber la fluidité de la décision de la Réserve fédérale américaine pour un certain temps encore. Je pense que c'est perturbant à un titre. Alors, il faut faire un peu d'arithmétique élémentaire. Au comité de politique monétaire, il y a 7 représentants du board à Washington, et puis il y a les 8 présidents de district dans le pays, dont 5 sont votants. Et la stratégie de la Maison-Blanche, tout à fait visible, c'est d'avoir une majorité qui lui est ralliée parmi les membres de Washington, 4 sur 7. Alors aujourd'hui, la Maison-Blanche doit se dire « j'en contrôle 3 », il faudrait que j'en contrôle 1. Ils n'ont pas pu virer Madame Cook. Et donc, l'affaire n'est pas terminée. Non, l'affaire n'est pas terminée, mais est-ce qu'il y a une solution de remplacement avec le président? Donc ça, c'est une dimension. Et l'autre dimension dont on parle moins, c'est les présidents de district. Ils sont 8. Sur les 8, à peu près, il y a 5 jeunes et 3 vieux. Les vieux, ça veut dire qu'en fait, ils pourraient sortir assez vite. L'ennui, c'est que les vieux sont ce qu'on appelle des colombes, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt pour un réglage monétaire souple. Et puis les jeunes, ceux qui sont là pour longtemps, sont plutôt pour un réglage monétaire plus strict. Et donc, en fait, dans le processus de nomination, ils sont choisis par leur banque de réserve dans les endroits du pays, et après ils sont confirmés par le board à Washington. Et ça, c'est en février que ça se passe. Et donc, dans la démarche de Trump, et c'est pour ça qu'il y a de l'impatience et de la maladresse, voire des initiatives choquantes, eh bien, il faut avoir une majorité à Washington très vite pour recaler tous les gens qu'on n'aime pas dans les districts. Et en fait, c'est ce qu'il essaie de faire. Et ça, c'est très perturbant au niveau de l'indépendance de la Banque centrale. Après, faut quand même pas être très malin. Et il faut savoir que quand on est en situation,
on défend tout de même l'institution, et en termes de loyauté, il y aura peut-être des conflits, la loyauté par rapport au président Trump, la loyauté par rapport à l'institution, et quelle synthèse entre les deux, bien malin. Mais en fait, je trouve que le président a très, très mal joué. Il aurait dû faire ça avec plus de prudence. Il a tout mis sur la table, éléphant dans le magasin de porcelaine, comme il est. Bon, on connaît la méthode. Hein. Ouais. J'ai l'impression, en écoutant un peu les prévisions macro de début d'année, Paul, que c'est difficile de bâtir un scénario très négatif sur la macroéconomie, notamment aux États-Unis. On peut toujours, je ne dis pas que c'est impossible, mais j'ai l'impression que même en se creusant la tête, c'est difficile de se dire qu'on va avoir un crash ou une récession, pour dire les choses, aux États-Unis. Ça fait des années que certains l'attendent, et j'ai l'impression qu'il y a une forme de capitulation par rapport à cette idée-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si le risque n'est pas dans l'économie, est-ce que les risques principaux pour 2026 sont plus dans les marchés, alors peut-être? Moi, je dirais d'abord que le président et les républicains, ils ont fait le maximum pour enclencher une récession en 2025. Et malgré ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas Encore réussi. Un échec de Trump, c'est ça? Ils n'ont pas réussi, donc je doute qu'en 2026 qu'il y en aura. Je crois que probablement il y aura une accélération dans l'économie américaine, comme dans la plupart des économies ailleurs, avec la baisse des taux d'intérêt depuis quelques années, croissance de revenus réels. Il y a des impulses fiscales dans certains endroits, pas forcément aux US pour l'instant, mais je crois que l'économie mondiale sera en accélération. Mais je me méfie un peu des chiffres américains, pas parce que je dirais qu'ils sont de mauvaise qualité, mais en termes de croissance du PIB, la croissance de 4% qu'on vient de témoigner, pour moi, ça c'est un rebond après la faiblesse dans la première partie de 2025. D'accord. Et je crois qu'on a besoin d'attendre pour voir comment les choses se stabilisent. Mmh. Et donc, en disant ça, je me méfie aussi un peu au sujet de croissance de productivité. D'accord. Parce que la productivité, c'est très cyclique. Ouais. Quand il y a un rebond économique, forcément, il y aura un rebond de croissance de productivité. Et si la croissance baisse, il y aura une baisse dans la croissance de la productivité. Donc, j'en suis pas persuadé qu'on est à 4%, un rythme de 4% aux US, mais 2026, par rapport à 2025, je crois qu'il y aura quand même une accélération. Et avec ça, pour moi, c'est difficile à imaginer une bourse américaine qui irait vraiment mal. Fortement à la baisse. Ceci dit, je pense que, encore une fois, les actions américaines vont sous-performer. Ouais. Oui, c'est ça. Donc le schéma, le playbook de 2025 reste encore valable du point de vue de l'investissement. On a plutôt envie de profiter au maximum de ce qu'on peut des opportunités d'investissement en dehors des États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter les États-Unis, bien sûr, mais vous dites, c'est un nouveau champ quand même pour l'investisseur qui s'est ouvert. Ouais. Et je crois à l'intérieur du marché américain, les choses sont en train de changer aussi. Oui, c'est ce que je rappelle là depuis quelques jours. Quand on regarde le bilan 2025, les Mag 7 sous-performent le S&P 500 l'an dernier, et le S&P 493 se retrouve à faire une meilleure performance que les Mag 7, je crois, dans leur ensemble. Et je crois que parmi les Mag 7, il y en a 4 avec une performance moins de 15%. Oui, c'est ça. Oui. Je crois qu'il y en a 2 à peu près qui sont Nvidia et qui j'oublie. Google. Et Google, Alphabet, c'est les bien plus sûr, grosses, qui font mieux. Mais c'est les plus grosses. Qui font mieux, Microsoft, Amazon étant un peu en retard. Mais ça veut dire quand même que la philosophie de l'investisseur, là, c'est de rester pro-risque pour 2026. Oui. Et en fait, pour moi, ça c'est un des risques. Il y a un consensus. Consensus qui est assez important à ce sujet. Ouais. Bon, vos commentaires sur ces aspects un peu de perspective, Sébastien, et puis spécifiquement sur l'Europe et les bourses européennes, qui ont connu un très beau parcours en 2025, mais un parcours qui a été généré essentiellement, voire totalement, par de l'expansion de multiples. En Europe ? Oui.
Je parle en Europe. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais Est-ce que voilà, est-ce que les moteurs de performance qui continueraient d'alimenter la progression des prix des actions européennes, est-ce que ces moteurs peuvent être un peu différents? ouais. Moi, déjà, je suis pas économiste, mais sur la croissance US, ce que j'ai compris de la croissance attendue en 2026, c'est qu'elle dépendait beaucoup de la baisse des taux et De l'IA, de l'impact. capex. Oui, non, mais de l'impact fiscal aussi. Oui, d'accord. D'ailleurs, les rumeurs diraient que Trump remettrait un chèque aux électeurs qui n'ont pas l'intention de voter pour lui pour les midterms, parce que ça paraît mal embarqué, et qu'il fera ça. Donc la conso, elle est aussi soutenue par l'impact fiscal. Hein, donc ça, faut pas l'oublier. Hein, voilà. Alors sur les marchés, alors effectivement, entre les États-Unis et l'Europe, il s'est passé deux choses différentes en 2025. C'est qu'en 2025, la croissance US s'est faite par croissance des résultats. Et si on regarde ce qu'on attend pour 2026, on attend à nouveau, je crois que sur le S&P, 12% de croissance des c'est 12% de croissance des EPS. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait 10 l'année dernière. L'Europe a fait 0. Et la croissance des marchés européens, c'est fait uniquement par re-rating, donc par expansion multiple. Parce que, et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'au niveau des multiples, on est à peu près sur la plupart des marchés sur des niveaux historiquement élevés. Mhm. Donc en fait, on se dit que pour que 2026 se passe bien, il faut une continuation du re-rating en Europe, mais avec des multiples qui sont plus si pas chers. Et aux US, on est déjà sur des niveaux très élevés. Alors, quand on a dit ça, le marché directeur, ça reste les États-Unis, et 50% des EPS et des résultats en 2025, c'était les Max 7. Ouais. Et je crois que c'est 40% de la CAPI et 31% des résultats en consolidé. Ouais. Donc, et qu'on attend à peu près 400 milliards, 600 milliards de CAPEX. Ouais, ça accélère. Oui. 600 milliards de CAPEX. Donc, il faut qu'ils les fassent. Donc, sur cette partie-là, il n'y a pas, je crois que c'est 400 sur les gros hyperscalers. C'est si on utilise Stargate et OpenAI et ainsi de suite, on est encore dans les 600. Donc, ça dépend quand même beaucoup d'eux encore. Et là-dessus, on sait que c'est une révolution, mais le seul sujet que j'ai avec ça, c'est j'ai écouté des gens qui, il y a 3 mois, m'expliquaient qu'NVIDIA était un monopole. Aujourd'hui, je crois que la part de marché de Google et des TPU sur le marché des chips, c'est peut-être plus de 20%. Donc, Ça bouge vite. en fait, le problème que j'ai avec tous ces sujets-là, et notamment NVIDIA, c'est qu'on est sur... c'est de la techno. Les monopoles n'existent jamais. La concurrence va toujours plus vite que ce qu'on imagine. Moi, mon problème, c'est pas qu'ils fassent leur CAPEX, c'est qu'ils n'ont pas déçu depuis combien de temps 4 ans. Ça fait 4 ans que c'est que comme ça, qu'on passe notre temps à réviser en hausse. C'est beat and raise. Et que c'est beat and raise constant. Et l'histoire de la techno me dit que ça n'existe pas. Donc mon problème, c'est pas que ça s'effondre, ça ne s'effondrera pas, mais c'est que ça déçoit. Et le marché est volatile, versatile, oublie tout le temps ce qu'il a adoré. Et ça décevra, je veux dire, c'est des maths. Hein. Ouais. Donc le risque pour moi, c'est ça. Donc diversification en dehors de la tech et des US. Et en plus, on a juste un petit sujet qui s'appelle le dollar, qui va... donc une fois encore, je ne suis pas économiste, mais là, le consensus sur le dollar n'est pas vraiment haussier. Et je crois que la plupart des gens qui étaient investis sur le marché US et qui n'avaient pas hedgé, leur perf net, elle n'était pas terrible, en fait. C'est moins 10% de moins. Et donc voilà, et donc ça ne va pas s'arranger probablement en 2026. Donc la diversification en dehors des US n'est pas idiote. Alors après, au niveau européen, la bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, comme vous l'avez dit, ça a pas mal marché, mais c'est concentré sur peu de secteurs, la défense et la banque, et les financières notamment. Et donc ça veut dire qu'il y a plein de secteurs qui n'ont pas tellement marché. Nous, on pense qu'il y a notamment des choses intéressantes dans les valeurs de qualité. La qualité, la belle boîte de qualité qui a beaucoup d'irrité depuis 3 ans avec la hausse des taux. Le marché a été excessif en sanctionnant, alors ce qui a fait la fortune des gestionnaires d'actifs pendant des années, Sébastien, mais c'est vrai que cette quality growth, comme on dit, elle a sous-performé comme jamais là au cours des derniers mois, trimestres. Mais en fait, le vrai sujet, c'est que pendant très longtemps, la concentration, enfin entre guillemets, faire son job de gérant diversifié était contre-productif parce qu'il fallait être super concentré sur une thématique hyper fine, avec très peu de noms. Et que c'est pour ça que les trackers aussi marchent très bien, parce que seuls les trackers arrivent véritablement à répliquer les indices dans vu leur poids. Il n'y a aucun gérant, il n'y a aucun fonds traditionnel qui peut avoir le pourcentage des GAFA ou bien même d'ASML dans ces indices. Donc voilà, donc il faut se diversifier.
Nous, on pense qu'il y a des secteurs passionnants, comme par exemple la santé, qui n'a jamais été, qui aujourd'hui est un pic de décorrélation entre les perspectives de croissance et la valorisation. Donc ça, on trouve ça extrêmement intéressant, notamment. Les small et les mid-cap reviennent, elles ont surperformé notamment un peu en 2025, mais elles reviennent avec une véritable décote par rapport au large cap et par rapport au private equity, alors qu'en perspective de croissance, elles sont à nouveau sur des perspectives de croissance supérieures au large cap. Ouais. Donc les raisons pour lesquelles ça a sous-performé ont disparu. Ouais. Elles sont peut-être pour les small mid européennes. Ça marche bien aux US, le Russell 2000 remarche bien. En Europe, elles sont bien entendu plus domestiques. Donc il y a une façon de jouer, une espèce de re-souveraineté européenne. Alors, on verra bien. C'est un vœu pieux qui, jusqu'à présent, n'existe pas. Pour l'instant, c'est un objectif. C'est un objectif. Oui. En tout cas, nous, ce qu'on aime bien, c'est présenter tous ces objectifs de souveraineté. Par exemple, les boîtes de défense. Alors, effectivement, ce qui est intéressant avec la défense, c'est que pendant très longtemps, c'était vraiment des boîtes que tu n'avais pas envie d'avoir. Non. Parce que c'était pas forcément très bien géré. Parce qu'il y avait une visibilité qui était compliquée. Parce que c'était que des gros carnets de commandes. Mais avec des commandes entre guillemets non linéaires, ce qui fait que tu avais un gros trimestre, puis un petit trimestre, c'est dur à prévoir, donc les gens n'aimaient pas ça. Bon, c'est évidemment changé. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le PEG des boîtes de défense européennes doit être 1,3. Donc la valorisation rapportée à la croissance. Exactement. Quand il est 1,3, alors qu'il a plus de 2,3 aux US. Donc en réalité, il y a un vrai différentiel de valorisation là-dessus. Et ce que j'aime juste que les gens comprennent par rapport à la valorisation, c'est qu'en fait, les secteurs peuvent ce qu'on appelle de-rater ou re-rater, donc c'est-à-dire qu'on accepte de payer plus cher. Et des fois, comme dans le cas de la défense, aujourd'hui c'est justifié parce qu'il y a un avant et un après, pour toutes les raisons qu'on sait. Donc il est cohérent, parce que c'est mon côté prof qui ressort aussi, c'est que les multiples doivent être cohérents avec la croissance. À partir du moment où la croissance augmente et la visibilité augmente, il est justifié de payer un peu plus cher en multiples. Donc, quand on dit « Oulala, la défense, ça a beaucoup monté », certes, mais il y a une partie de cette hausse qui est justifiée par ce new normal qu'on déplore, mais qui malheureusement existe et n'est pas prêt, a priori, de s'arrêter. Et par rapport à les US, je vous incite à regarder la vidéo de Mark Kelly, qui est un sénateur démocrate, qui a été menacé de cour martiale par Trump et ses acolytes, et qui a fait une vidéo sur comme quoi il se défendrait, et qui est assez, que je vous incite à voir. D'une certaine façon, je pense, entre Powell, la vidéo de Powell, et je pense que Corporate America et l'Amérique, d'une certaine façon, est en train un peu de se réveiller par rapport aux outrances qu'on a vues. Même au sein du Parti républicain, ça grince un peu quand même aussi, il faut le dire. Sur Powell, les républicains sont pas prêts à valider n'importe quel successeur de Jérôme Powell à n'importe quel prix. Enfin, il y a cette idée-là aussi, y compris dans le camp républicain. Juste économiquement, les solutions faciles n'existent pas, sinon la France aurait un PIB en croissance de 5% par an. C'est le déficit qui est 5%, c'est pas la croissance. Non, mais ça nous amène à dire un mot de cet interventionnisme débridé. Alors, avec le visage la méthode d'un Donald Trump, on a l'impression que c'est l'apanage des États-Unis, mais cet interventionnisme, on le voit partout, y compris dans une certaine mesure en Europe aussi. La commande publique vient nourrir le secteur de la défense, les groupes de défense. Et puis, on le voit désormais aussi à nouveau, j'ai envie de dire, au Japon, Hervé. Après les 3 flèches de Shinzo Abe, les Abenomics, on a une nouvelle première ministre qui semble vouloir profiter du momentum politique pour, renouer toujours plus avec l'idée d'une croissance japonaise. Alors, il y a deux points. Commençons par le Japon, c'est le plus conjoncturel, mais il y a l'interventionnisme et le changement d'époque que l'on vit. Et changement d'époque et marché boursier, c'est quand même une vraie question, quoi. Le Japon, oui, on a l'impression que la nouvelle première ministre veut rejouer l'expérience Abe et donc les Abenomics dans un environnement qui est quand même assez différent
un double titre. Le premier titre, eh bien, c'est les prix. On a quand même une accélération des prix au Japon avec le sentiment que, comme les salaires sont en retard sur les prix, on va enclencher une espèce de boucle Vertueuse. prix-salaire. Alors, est-ce que les gains de productivité vont suivre? On n'en sait rien. Mais bref, l'inflation, c'est une autre histoire que celle de AB, et les taux d'intérêt, c'est une autre histoire. Pauline nous rappelait tout de même l'évolution, et c'est vrai que la pente sur la partie longue de la courbe est quand même assez marquée. C'est la courbe la plus pentue du G7 ou du G10 même, le Japon. Hein. Donc, à ce titre-là, politique monétaire, on n'est plus dans les Abenomics. Politique budgétaire, elle veut nous dire qu'on est dans les Abenomics, mais en fait, on n'y est plus. Et on voit bien que la préoccupation de tout un chacun sur les dettes publiques est une préoccupation qu'on n'avait pas il y a 15 ans. Et puis, troisièmement, il reste la flèche structurelle, mais qui est la flèche la plus compliquée à manier. Et aujourd'hui, on voit bien que dans la flèche structurelle, elle la manie avec un populisme certain, qui est sans doute pas le meilleur moyen d'améliorer la situation économique du pays, sur fond quand même de lassitude par rapport au PLD, au Parti libéral-démocratique, sauf 2 fois pendant 2 ans au pouvoir depuis que les Américains ont remis le pouvoir aux Japonais. Donc en fait, la brave dame, elle se dit, dans les sondages, je suis bien placée, j'ai une fenêtre. Mais alors, c'est ce que les sondages lui disent, mais si on voit l'image plus large du Japon et du Japon dans le monde aujourd'hui, en n'oubliant pas que les Chinois font des misères aux Japonais et que, en termes économiques, ça coince aussi. Bref, tout ça, je pense que la bourse qui s'agite. Alors entre la bourse et le yen, je préfère le message du yen, moi. Je trouve que on nous dit au Japon, il y a quelque chose d'hétérodoxe, il y a quelque chose de populiste. Est-ce que l'économie en tire ses marrons? C'est peut-être pas sûr. Et puis, fondamentalement, on voit bien que, et le message est dans une large partie américain, que la phase néolibérale qu'on a pu critiquer en termes sociaux, en termes politiques, mais qui en termes économiques avait quand même apporté des fruits plutôt sucrés, des résultats, un partage de la richesse créée dont la bourse a profité. On est quand même en train de passer à autre chose, et le couple des dépenses publiques qu'on revoit toujours à la hausse et d'une dette publique qui, elle aussi, on revoit toujours à la hausse, nous dit quand même des choses sur les impôts, sur les prélèvements. Et donc, là où il y a des poches bien garnies, il y aura des mains de l'État dedans. Et donc, il faut quand même prendre cela en compte. Moi, je trouve que on est face à des tas d'enjeux. Alors, Edgar Morin parlait de polycrise. Il y a des crises partout, et puis on a du mal à comprendre les interactions entre toutes les crises. Et on a un monde financier, un monde des marchés qui marche un peu comme si c'était hier, mais c'est plus du tout hier. Donc, on peut extrapoler à court terme parce qu'il y a de l'inertie, mais il y a un moment où il faut se dire ça marche différemment, et les anticipations qu'on doit faire, faut les construire autrement. On sent bien que le marché essaye de tâtonner quand même pour mettre un prix sur ces changements, c'est les conséquences de ces crises, etc. Mais c'est pas évident, ça se fait pas non plus en un claquement de doigts, j'imagine. Et juste un point, on voit bien que l'administration Trump l'a parfaitement compris, parce qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour avoir les mains libres et faire en sorte que les taux d'intérêt à long terme ne montent pas. Ouais. Voilà, donc, oui. Bon, il y a de l'ingénierie derrière tout ça qui permet effectivement quand même de contrôler, comme on dit, la courbe des taux. Je veux bien un petit commentaire sur le Japon. Est-ce que c'est une zone d'investissement qui vous plaît pour 2026, Paul ? Dans mes allocations, je suis surpondéré sur les actions japonaises, mais je suis d'accord. D'abord, l'économie, les indications sont, pour moi, ils sont un peu dans tous les sens. J'ai pas une vision claire qui me dit que oui, l'économie japonaise vraiment est il y a une accélération, il y a une croissance forte. Je ne le vois pas. Donc je dirais oui, il y a de la croissance, mais c'est un peu comme en France. Il y a de la croissance, mais c'est pas très dynamique. Je suis d'accord,
ils ont créé une inflation qui n'existait pas depuis des décennies. Il faut toujours être un peu prudent. Si on veut créer de l'inflation, un de ces jours, ça va arriver. C'est arrivé au Japon. Et quand même la Banque du Japon mène une politique qui à mon avis, n'est pas assez serrée. Il y a les taux qui restent trop bas, une bilan qui est énorme. Et ils ont besoin de normaliser leur politique monétaire. Ils le font. Ils ont l'ambition de continuer à le faire. Oui, Paul. ils le font, mais c'est très, très prudemment. Et les taux longs nous disent qu'il faut bouger. Plus vite. Le marché pourrait accepter que la Banque du Japon bouge plus vite que ce qu'elle ne fait aujourd'hui. Peut-être pas le marché action, mais le marché obligation, plus ou moins, est en train de crier. On a besoin d'une Banque du Japon qui resserre plus. Sauf la nouvelle première ministre, elle ne veut pas que ça se passe comme ça. Bien sûr. Elle veut mener une politique fiscale qui donne un boost à l'économie. Et l'ironie est que ça, c'est une recette classique pour une yen à la hausse. Oui, c'est ça. Une politique fiscale dynamique et une politique monétaire en train de resserrer. Orthodoxe. Oui, c'est ça. Ça doit permettre au yen de renverser son mouvement et de se réapprécier. Et le yen aujourd'hui est hyper faible. Hyper faible en termes de valorisation. Et à mon avis, il y aura un retournement un de ces jours. Donc c'est intéressant d'être acheteur de yens quand même à un certain point. À mon avis, oui, mais je le dis depuis 2 ans. J'attends le jour que ça retourne vers le haut. Mais le jour que ça arrive, il peut y avoir un grand mouvement négatif sur les actions, bien sûr. Ça pose aussi la question de comment vous voyez évoluer les marchés obligataires en 2026. Alors, il y a l'exemple japonais où la pente continue de se former. Est-ce que ça veut dire quand même, quand vous regardez les grands marchés obligataires développés, notamment, est-ce qu'on retrouve des points d'investissement intéressants pour aller chercher de la duration, comme on dit, Paul ? À mon avis, c'est difficile. Moi, ça reste compliqué. Je suis toujours plus intéressé par les produits de duration courte. Par exemple, CLOs, les bank loans, donc les produits où il y a quasiment pas de duration. Aux US, par exemple, le taux sur 10 ans, entre 4,15 et 4,20, à mon avis, probablement, ça va monter vers 4,50. D'accord. Et donc, je ne suis pas hyper intéressé par... Il y a encore des coups à prendre sur ces parties longues. Et je trouve que au Royaume-Uni, je crois que c'est un marché qui a très bien performé depuis quelques mois. Peut-être qu'il y a un peu plus de possibilités encore une baisse de taux longue, mais ça ne sera pas énorme. Et ailleurs, en Europe, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à anticiper. Le Royaume-Uni, petite parenthèse, pays que vous connaissez bien, Paul, a retrouvé un peu de crédibilité fiscale et budgétaire après l'épisode du dernier budget présenté en fin d'année par Rachel Reeves. Dans le monde actuel, vu les niveaux d'endettement, la crédibilité fiscale et budgétaire, c'est un actif important. Je crois, à mon avis, la crédibilité est toujours fragile. Au Royaume-Uni, en ce moment, il y a très peu de crédibilité pour ce gouvernement. Et c'est dommage parce que les résultats des élections étaient très forts pour ce gouvernement. Ils avaient la possibilité de faire... De capitaliser sur ces résultats. Des choses très positives et ils ont fait des erreurs à tous les coups. Donc la crédibilité est très, très fragile. Mais encore une fois, en parlant des politiques, de la situation politique au Royaume-Uni, ça peut nous donner quelques, je dirais, peut-être ça doit prévenir des problèmes à venir pour Madame Takaichi, parce qu'il y avait le cas de Theresa May. Qui a, dans les sondages, elle était très en avance, et donc elle a appelé une élection, et c'était une catastrophe.
Et donc, elle avait perdu sa majorité. Donc, ça sera très intéressant au Japon à ce titre. Le Royaume-Uni est un pourvoyeur infini de leçons pour le reste du monde, à tous égards, Et depuis je longtemps. trouve. Et depuis longtemps, dit Hervé. Il nous reste quelques minutes, je change complètement de sujet avec vous, Sébastien, mais revenons au sujet de la santé. Vous avez un fonds santé, vous connaissez particulièrement bien le secteur des biotech. Est-ce que Abivax vaut 15 milliards aujourd'hui ? La rectocolite hémorragique. Faut se poser les vraies questions. Bah ouais. C'est concret. Déjà, moi, ça m'inspire plusieurs pensées. La première, donc, c'était une société qui était monoproduit et dont le profil a changé extraordinairement avec des publications de résultats qui étaient trop bonnes, hein, sur un produit dont il y a un vrai besoin. Hein. Et en fait, le changement de management a été central dans le succès de la société. Donc moi qui suis un stock picker... Dirigé par Marc de Garidel, qui est un grand nom français dans le secteur de la biotech. Voilà, donc déjà, moi, ce que j'aime avec cette histoire-là, c'est de me dire que l'impact d'un manager est transformant pour une société. Donc en tant que stock picker, j'aime ça. Donc voilà, à l'heure de l'IA, me dire qu'un homme ou une femme peut tout changer, je trouve ça chouette. Premier point. Donc oui, c'est un marché qui est énorme, de plusieurs milliards par an, avec un produit qui a donc qui n'est pas encore approuvé totalement, hein, mais qui a une efficacité forte, des concurrents qui sont moins bons, une façon de le prendre qui est simple, c'est une gélule. Donc tout va bien sur un produit qui est voué à faire plusieurs milliards. Donc la question, est-ce que ça vaut 15 milliards ? Moi, j'ai regardé les analyses, c'est entre 12 et 20. C'est ce que disent les analystes. La presse a fait écho d'une offre potentielle d'Eli Lilly à 15 milliards. Il y aurait d'autres gens intéressés. Ouais. Les maths, si le produit est approuvé totalement, les maths le justifient. Et c'est le bon moment. Alors, tout a un prix, évidemment, et rien de tel que le prix pour faire varier les sentiments. Mais c'est vrai que dans la stratégie d'Abivax, c'est ce qui la caractérise et qui la différencie aussi d'un certain nombre de biotech. C'est-à-dire qu'il y a toujours... ce qui la différencie, c'est que ça a marché. Bon, d'accord. Et qu'on prête qu'aux riches. Moi, j'ai le point de départ indispensable. Il faut que le produit marche. Mais ils n'ont jamais voulu partager les revenus. C'est-à-dire, ils ont toujours eu comme objectif. Ils ont fait y passer. Hein. Ouais. Donc la stratégie, à un moment, les a amenés aussi au bord du précipice. Mais les résultats ont été bons, ils ont levé de l'argent et aujourd'hui, ils sont financés jusqu'à fin 2027. Donc ils ont le temps d'attendre. Mais sans avoir jamais signé d'accord de licence ou de partage avec d'autres grandes pharma. La différence énorme, parce que la France, enfin l'Europe et surtout la France, a eu un vivier de biotech d'extrême qualité et ce qui les a tués pour certaines, c'est le cash. C'est-à-dire le fait qu'elle levait infiniment moins que les concurrents américains, avec un écosystème beaucoup moins éduqué, et un système qui passe du CID, et ainsi de suite, beaucoup plus éduqué aux US et beaucoup plus large, et qui donne beaucoup de temps, en fait. C'est ce que expliquait Stéphane Bancel de Moderna, c'est que ce qu'il a fait, il n'aurait pas pu le faire ici, parce qu'il n'aurait pas eu le temps et les ressources pour le faire. Pour lever 100 millions, quand on est une biotech française, il faut des efforts incommensurables par rapport à ce qu'une biotech américaine doit fournir pour lever 100 millions. Et dans la biotech, l'argent, c'est le temps, et vous permet d'attendre, et vous permet de vous tromper, vous permet de fine-tuner les choses. Donc voilà, donc là, c'est un succès. Dans tous les cas, c'est une capille. Et c'est le moment pour eux de se vendre ? Quand vous passez de 300 millions de capilles à 10 milliards, le moment, après on en a l'optimisation. Moi, ce que je retiens en tant qu'observateur, c'est que déjà, ça a boosté tout le secteur. Ouais. Et ça a redonné un peu vie à la biotech européenne et française, à des sociétés merveilleuses comme Selectis, comme Nanobiotics, comme Medincell, comme Valbiotis, comme d'autres. Sur Abivax, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce que je sais, c'est que les maths font que le chiffre de 15 milliards ne paraît pas incohérent. En tout cas, si ça correspond au potentiel de vente du produit. Donc oui, c'est quelque chose qui est possible. Et c'est une société française. Ça serait la première sortie par le haut sur une société cotée française de ce niveau-là. Et nous avons besoin de totems. C'est-à-dire qu'on a besoin de totems qui inspirent et qui ensuite... Et c'est une bonne nouvelle pour les Sofinnova, pour les Truffle. Ça redonne goût à la bourse derrière pour des boîtes privées aujourd'hui qui vont plus... Deux niveaux. Ça redonne, déjà, ça va donner beaucoup de fric à Sofinnova et Truffle et ainsi de suite. Pour réinvestir. Pour réinvestir. Et en tout cas, pour avoir des TRI qui seront capables de relever des fonds, donc pour remettre de l'argent dans le système.
Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et donc moi, là-dessus, je suis ravi. Et par rapport à la bourse, après, c'est l'éducation. Il faut qu'il y ait des gérants, des analystes et puis des investisseurs qui comprennent le temps long. Et comme je vous disais, moi, je pense que la santé est aujourd'hui le secteur le plus extraordinaire dans lequel investir parce que c'est celui qui est révolutionné par la technologie le plus. Et Donc, que le marché l'a pas encore bien valorisé. en fait, il a été on revient toujours à Trump. Il a été un peu traumatisé par ce que disait Trump sur la pharma, sur le prix des médicaments. C'est la seule fois qu'il a valorisé la France, en disant qu'au moins en France, les médicaments, ils les vendent pas cher. Donc on va faire pareil, mais en France, on les vend tellement pas cher qu'il y a plein de médicaments que nous, Français, n'en avons plus parce que les gens préfèrent les vendre ailleurs. Et au même niveau, c'est un peu le coup de gueule, sur les essais cliniques. La France, qui était un pays où il y avait beaucoup d'essais cliniques, il y en a beaucoup moins aujourd'hui, parce que la réglementation est trop compliquée. Donc on ne fait pas tout non plus dans ce beau pays pour progresser aussi vite qu'on pourrait. On restera sur cette note. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sébastien Lalvé, Montpensier Arbevel, Hervé Goulet-Kerr, Accuracy et Paul Jackson, Invesco, étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des marchés obligataires. Comment bâtir une stratégie obligataire pour 2026 et notamment une stratégie obligataire dite de performance absolue. Nous en parlons avec Bertrand Prince à mes côtés, gérant obligataire chez Arkea Asset Management et qui pilote notamment le fonds Optimal Income d'Arkea Asset Management. Bonsoir et bienvenue Bertrand. Bonsoir Méo. Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce qui caractérise d'ailleurs dans l'univers, alors obligataire en l'occurrence, ces stratégies dites de performance absolue, donc des stratégies flexibles, obligataires? Qu'est-ce qui les caractérise et quel est l'intérêt de ces stratégies dans le monde obligataire actuel, Bertrand? Alors ce qui la caractérise, c'est beaucoup de flexibilité, une gestion active. Donc on va rechercher en permanence le meilleur couple rendement-risque, que ce soit sur les piliers de maturité, les secteurs, le type de support. Ça peut être de l'investment grade, du high yield, des convertibles, des subordonnées financières, des souverains. Et le gros intérêt dans le marché actuel où il y a beaucoup de volatilité, c'est la gestion des risques, le risque de taux notamment, qui est très fine. Donc on essaye en permanence de réduire ce risque et de profiter des déformations des courbes de taux aussi. Et par ailleurs, on fait aussi des risques de fonds de portefeuille, on va dire, contre les chocs de marché. Il y en a régulièrement, ce qui nous permet de mitiger le risque de spread quand il y a un choc de marché. Donc l'intérêt principal, c'est qu'on va faire beaucoup mieux qu'une gestion investment grade passive, en profitant de tous ces mouvements de marché. Là, alors, je comprends, l'intérêt, c'est de participer à la hausse, mais c'est essentiellement aussi d'amortir les chocs de marché, c'est ça. C'est dans ces phases de choc de marché qu'une stratégie dite de performance absolue doit montrer toute sa substance. Oui, c'est là qu'elle se distingue, et tout ça, c'est de la surperformance à la fin de l'année, quand on a moins baissé que les autres en période de stress. Bon, et c'est des stratégies qui ont regagné, j'imagine, en intérêt, comme beaucoup de stratégies obligataires, avec la remontée des rendements, la fin d'un grand cycle désinflationniste de baisse des taux. C'est au cours de ces dernières années que ces stratégies sont revenues un peu sur le devant de la scène. Surtout depuis 2 ans. Et plus que le grand cycle de baisse des taux, c'est la mainmise des banques centrales sur le marché obligataire, où ils l'ont complètement stérilisé au cours des 10 ou 15 dernières années. On peut remonter. On a tué les marchés obligataires pendant 10 ans. Et là ils revivent, exactement. Et donc, ils sont volatiles, ils bougent, il se passe plein de choses. Alors, c'est pas le cas sur les spreads. Les spreads, c'est de temps en temps sur un secteur ou suite à un choc de marché. Mais en tout cas, sur les taux, c'est le cas. Qu'est-ce que vous retenez justement de l'année 2025 dans votre univers d'investissement? Alors, des performances. Les performances ont été bonnes encore, je crois, dans l'univers crédit obligataire. Je mets de côté le souverain, mais il y avait quand même matière à faire de bonnes performances encore. Avec quelques chocs de volatilité, mais qui ont été très rapidement effacés, Bertrand. Oui, il y a eu le choc du Liberation Day, tout le monde le connaît, donc ça a été un choc assez violent, 100 spread sur le high yield, 20 à 32 spread sur l'investment grade, mais qui s'est résorbé en une dizaine de jours très très rapidement. Donc, ça fait, depuis, on a une tendance de resserrement des primes de risque au crédit continue, et qui arrive sur des niveaux d'ailleurs qui sont un peu légers, notamment sur le high yield. Après, ça se justifie. Tout devient un peu cher dans ces marchés, y compris dans les marchés de crédit. Mais ça peut se justifier. Parce qu'on a une structure de marché où les volumes d'obligations souveraines ont beaucoup monté, l'investment grade un petit peu, le high yield est resté stable, donc ça concourt à la compression.
Et puis avec on y viendra sûrement après, mais le plan de relance allemand, il n'y a pas de récession à horizon 2 ans ou 1 an et demi en zone euro, sauf choc externe important. Donc, le setup macro reste favorable quand même pour ces marchés de crédit. Parlons justement des enjeux 2026 de cette année devant nous encore, Bertrand, en regardant les grandes économies. Alors on va parler de l'Europe, mais un mot peut-être des enjeux du marché américain, des marchés obligataires américains pour vous. Le marché américain, c'est le marché directeur, donc il est important. Quand on regarde les États-Unis, en termes de croissance, c'est exceptionnel au S2. Enfin, c'est très bon au Q3, ça va être bon au Q4. Le chômage baisse un peu. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup moins de fonctionnaires dans l'économie ? Bon, l'avenir le dira. Et il y a toute une configuration qui fait entre la Big Beautiful Bill, où les États-Unis vont tourner à 5,5 de déficit l'année prochaine, une légère baisse de taux qui fait un petit stimulus monétaire, une belle config pour que l'inflation reste entre 2,5 et 3, en tout cas au premier semestre, et tout ça avec un marché qui price une Fed qui revient à son taux neutre à 3 progressivement. Donc le pricing n'est pas déconnant, mais il y a plein de place pour que ça parte dans un sens ou dans l'autre. Et si d'aventure l'économie américaine reflate, on a Monsieur Trump qui est en train de mettre une pression de malade pour que la Fed continue malgré tout pour la Fed continue à baisser ses taux. Donc ça fait une configuration où on va toujours avoir beaucoup de volatilité sur les taux américains. Voilà, le 10 ans américain peut aller à 4,50 comme il peut aller à 3,75. Les deux sont possibles. Et donc on n'a pas trop envie de s'exposer à cette partie longue de courbe aux États-Unis aujourd'hui ? 4,15, 4,20... Vu le contexte global de marché, moyennement. Le risque n'est pas tellement bien rémunéré encore. Et si on se met à la place des États-Unis, Trump, il y a la forme qui est gênante à chaque fois. Mais est-ce que ça serait si gênant, quand on tourne à 5 de déficit, d'avoir 2,5 d'inflation et 2,5 de croissance ? Franchement, ça peut être un régime, effectivement, tout à fait pertinent. Et qui est stable. Donc, on peut même avoir une situation où la Fed, avec les institutions qui fonctionnent, qui n'est pas à la botte de Trump, mais qui revoit son mandat et qui dit, entre 2 et 3 d'inflation, ça va, un peu comme l'Australie. Et c'est pas déconnant. Ici, l'Australie cible une fourchette d'inflation, effectivement, parmi les grandes banques centrales des marchés développés. Petite parenthèse sur la Fed, là, alors j'appelle ça la guerre d'indépendance de la Réserve fédérale américaine, mais comment le marché réagit par rapport à ça ? Est-ce que le marché tire... Alors je parle pas forcément des mouvements intraday ou quotidiens, mais... Est-ce que le marché tire une sonnette d'alarme en disant attention, il y a un vrai risque que la Fed, qu'une Fed aux ordres ou trop aux ordres du politique se traduise par une dérive de l'inflation à moyen long terme ? Non, pas encore. Quand on regarde les anticipations d'inflation de marché, c'est à 2,30, 2,35, il n'y a pas de... Et même sur la pente, on pourrait imaginer une pente plus élevée, mais c'est pas le cas. Mais après, ça veut dire quoi ? C'est un sujet important pour les commentateurs comme moi, par exemple, et que c'est pas un si important sujet de marché à ce stade ? C'est un sujet de marché pour le marché de taux américain. Est-ce que c'est un sujet pour l'ensemble des marchés ? Pas forcément. C'est-à-dire que dans ce genre de config, on a une Fed qui va baisser ses taux, par exemple, à 2,5 ou 2,25 en disant 2,5, 3 d'inflation, je m'en fiche. Et une courbe américaine qui se pontifie. Et des anticipations d'inflation de marché, en tout cas, qui remontent. Parce que la Fed a un nouvel objectif. Elles ont tendance à se caler sur l'objectif de la Banque centrale. Bien sûr. Donc, Bon, l'histoire américaine, effectivement, encore devant nous, avec cette histoire de réserve fédérale américaine qui crante encore un peu plus ces derniers jours. Les enjeux en Europe, à commencer peut-être par les enjeux allemands, vous l'avez dit. Alors, on a cité parmi les chocs de marché Liberation Day en 2025, mais il y a eu juste quelques semaines avant le U-turn allemand sur la politique fiscale et budgétaire annoncée par Friedrich Merz, bien sûr, c'était en mars 2025, qui a là aussi créé une surprise et une secousse de marché. Oui, mais quand ils ont abandonné le frein à la dette, c'était une surprise pour tout le monde. Et c'est allé assez vite. Donc là, on a eu un beau choc de taux, 30 à 40 points de base et sur une semaine. Donc ça marque encore plus les esprits parce que la performance est lamentable dans ces cas-là. Et ce qui est intéressant sur ce plan allemand, est-ce qu'il va délivrer ? Est-ce qu'il va y avoir une belle croissance ? On le saura en 2027. Quelque part, les anticipations, c'est passer de 0 à 0,6 et à 1,5. Mais c'est sur la structure du marché obligataire. C'est-à-dire que la quantité de dette allemande en circulation, c'est 2600 milliards. Si on enlève ce que détient la BCE, ce que détiennent les institutions soumises à Solvency 2, c'est-à-dire les assureurs, il n'en reste plus que 1700. Et ça ne tient pas compte du collatéral dans le secteur bancaire. Et les Allemands vont émettre 800 milliards de dettes. Donc tout d'un coup, la dette allemande, qui était rare, devient abondante. Et ça concourt à plus de primes de terme. Ça concourt aussi à la compression qu'on a pu observer entre les pays de la zone euro, à l'exception de la France évidemment, et l'Allemagne. Dans son ensemble, l'équipe euro a jamais été aussi soudée depuis notamment la crise souveraine.
Oui, Il y a depuis 10 la ans. crise souveraine, mais bon, il y a le problème de la France Ouais. qui sous-performe en termes d'inflation, en termes de croissance, instabilité politique. Enfin, je pense que c'est des choses Oui. dont vous avez discuté souvent ici. Oui, et puis même, j'allais dire, Ouais. les gens qui nous écoutent et qui habitent en France sont même peut-être même encore plus au courant de ce Ouais, sujet-là voilà. aujourd'hui. Ouais. Et avec une possibilité de règlement qui reste pas évidente. Une issue même favorable n'est pas encore évidente de ce point de vue-là. Voilà, et si on fait le parallèle à l'Italie des années 2010, ça finit par un choc de marché qui oblige l'État à se reprendre en main budgétairement, fiscalement. Alors je ne nous le souhaite pas, mais ça nous pend au nez, quoi. Ouais, ouais. Et dans le schéma européen, la Banque Centrale Européenne peut rester dans une good position pour longtemps encore. Alors, vis-à-vis du stress français, il faut qu'il y ait le choc. Ouais. Après, elle est obligée de réagir, un peu Ouais. comme avec l'Italie il y a 10 ans. Et sinon, non. Enfin, Ouais, pour l'instant, elle est en bonne position. Elle est en bonne position Ouais. et elle a fait un excellent travail, la Banque Centrale Européenne. Elle a Ouais. bien fixé les anticipations de taux, c'est stable sur la partie courte. Bon, J'entends pas mal Voilà. d'investisseurs, y compris obligataires, nous expliquer effectivement que la BCE a fait le job et plutôt pas mal, malgré des critiques récurrentes qu'on peut entendre vis-à-vis de notre Banque Centrale Européenne. La dimension, sans trop s'attarder, mais la dimension géopolitique, c'est une dimension qui a des impacts sur vos marchés ou pas, Bertrand? Oui, sur la dimension. Quand même. Oui, Ouais. par des voies dérivées, mais par exemple, quand M. Trump tape sur l'Iran ou dit qu'il va peut-être intervenir en Iran, il y a le pétrole qui rebondit. Et donc, ça peut faire bouger immédiatement. des anticipations sur ces marchés obligataires. Ça peut faire bouger les anticipations d'inflation, puis les marchés obligataires par ricochet. Voilà, ou si d'aventure le Groenland il se passait quoi que ce soit, ça aurait un impact au-delà des marchés obligataires quelque part. J'entends. Donc oui, le fait qu'il y ait M. Trump aux États-Unis, ça crée de la volatilité en soi. Et pour tout le monde, pas juste sur ces marchés Pas juste obligataires. sur ces marchés. Bon, sur le fonds Optimal Income que vous gérez chez Arkea Asset Management, là, si on se résume, comment est-ce que vous êtes positionné effectivement pour aborder ce début d'année 2026 après une perte de plus de 5%, c'est ça, pour le fonds l'an dernier, c'est ça, 5,20 effectivement. Comment on tire parti de cet environnement là en ce début d'année 2026? En début d'année, là, on a des primes de risque qui sont relativement faibles, donc on ne cherche pas la dimension portage, on la met un petit peu de côté pour garder de la flexibilité, pour être en capacité de réagir si ou quand il y aura un choc de marché. Après, on ne sait jamais. Donc l'idée avec la courbe de taux qui s'est redevenue normale, elle s'est repentifiée, on a les maturités longues qui rapportent plus que le cours, c'est d'investir sur du corporate investment grade sur la zone 5 à 7 ans. Là-dessus, on est sur des rendements de type 3,25, 3,50 en ce moment. C'est assez confortable. Comme l'objectif, c'est STR plus 3%. Avec ça, on part déjà à STR plus 1. Et pour le reste, après, c'est toujours être positionné sur la pontification des courbes de taux, que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis. Et là, ça peut se matérialiser de deux façons. C'est un moins bien économique, la Banque centrale baisse leur taux court, ou rester dans la situation actuelle avec beaucoup de déficits. Et il y a toujours le long qui en pâtira. Mais j'ai oublié de l'évoquer tout à l'heure, on a quand même un petit outsider dans tout ça, c'est la Banque du Japon. Oui, on en parlait juste avant dans l'émission. Juste avant, j'entendais. Et alors, qu'est-ce qu'on dit du Japon? Mais non, le Japon, ils sont très lents à sortir de leur politique monétaire. Et le fait que le taux 10 ans japonais ait dépassé les 2, il entre en compétition directe avec tous les taux européens. Et les institutions japonaises sont acheteurs de taux européens Govies, mais c'est pas marginal, c'est 4% par exemple sur la France. Et si ajuster de la couverture, ça rapporte à peine plus, bien sûr. alors comme c'est des assureurs, ils vont pas vendre, ils vont juste ne pas réinvestir. Et donc on a un investisseur de moins encore sur la dette. Un acheteur en moins sur la dette européenne. Et sur la dette européenne et française. Et bon, ça c'est aussi un facteur de pontification. Sinon, toujours dans la location, j'aime bien les obligations convertibles, qui sont une classe d'actifs particulière. Mais si on est dans un scénario, la croissance qui tient, l'inflation qui tient, ça va bien se passer pour elle, en tout cas pour les actions comme pour les taux. Et après, dans les périodes de calme de marché, c'est à remettre des couvertures de fonds de portefeuille avec un budget de risque limité. Il ne faut pas sacrifier la performance. Mais se prémunir d'un Liberation Day... Bis, pourquoi pas, en 2026. Merci beaucoup Bertrand. Merci d'être venu à évoquer pour nous ces enjeux de stratégie obligataire. Bertrand Prince, gérant obligataire chez Arkea Asset Management, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.